Bienvenue dans Droit dans vos oreilles, le podcast de la clinique juridique de Lille destiné à favoriser l'accès au droit pour tous. Nous recevons pour ce 3e podcast Louis Saillant, officier des forces spéciales de l'armée française et auteur du livre Chef de guerre. Du coup, on va revenir maintenant sur 2-3 moments marquants de votre vie et notamment dans votre livre Chef de guerre. Vous revenez dès les premières pages et là aussi on est pris tout de suite sur l'enterrement de Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello qui ont été tués dans l'opération dans la nuit du 9 au 10 mai 2019 dans le nord du Burkina pour libérer 2 otages français qui avaient été enlevés au Bénin. Pourquoi avoir commencé votre livre sur ce moment qui finalement est le plus douloureux pour un militaire? Je pense que la mort est un sujet intéressant et fondamental. Ça recentre un peu le débat. On est dans un métier où la mort est une éventualité, c'est vraiment une option. Donc je trouvais ça intéressant de mettre ça en avant et d'autre part, bien sûr, de rendre hommage à mes 2 camarades pour leur action qui est assez glorieuse, je trouve. Même très glorieuse. Parce que nous, en tant que citoyens, entre guillemets, enfin de cette vie civile, quand l'on apprend un militaire qui est tué, forcément on ressent une émotion, forcément on ressent quelque chose. Mais vous, ça a peut-être été un camarade. Et d'ailleurs, il y a le général Lecoindre qui dit justement à ce moment-là, au moment qui dit que la France, elle a perdu 2 de ses fils, mais nous, donc en parlant des militaires, on a perdu 2 de nos frères. Comment du coup on vit ces moments de l'intérieur? Vous parlez notamment dans une de vos missions, dans vos livres, ouais, d'une de vos missions où vous êtes à la recherche d'un camarade justement qui est porté disparu et puis vous arrivez à la fin et malheureusement vous apprenez son décès et vous, avec tous les camarades autour qui se tombent dans les bras et justement vous racontez que ce moment il est extrêmement rare parce qu'on a cette vision des militaires qui ressentent aucun sentiment. Comment on vit ça de l'intérieur, autre que nous, entre guillemets, devant notre télé ou à la radio, dans notre voiture, quand on apprend ce genre de moment? Ouais, ça c'est difficile puisque effectivement c'est une forme de fraternité. On est dans une espèce de fraternité et c'est toujours douloureux de perdre un frère, même si c'est le contrat. Le contrat c'est de pouvoir y passer. Donc ça ne nous empêche pas d'être touché par ça parce que je pense que moi j'ai la conviction qu'un vrai guerrier a un grand cœur. Ceux qui se battent le mieux, c'est ceux qui se battent pour quelque chose, qui se battent pour leur famille, pour leurs amis. Il y a un auteur argentin, dont j'ai oublié le nom, qui disait la guerre peut être une erreur ou peut être absurde, mais le peloton est quelque chose d'absolu. Et je pense que c'est vrai. C'est quelqu'un qui, enfin c'est la fraternité qu'on se crée sur le terrain, c'est quelque chose qui est assez inédit. Et souvent on nous demande bon, et qu'est-ce que ça fait de se battre pour la France sur le terrain, etc. Bon, en fait, on se bat surtout pour son copain, pour son petit camarade à droite à gauche. Et si on tue des gens, si on fait des gens prisonniers, c'est pour pas surtout qu'ils portent d'abord préjudice à mon copain. En Mais fait. ça, beaucoup de personnes ont du mal à le comprendre. Je sais personnellement, quand je suis rentré en gendarmerie, les premières choses qu'on m'a dit, mais pourquoi donner sa vie pour la nation? Et ça, il y a Ouais. beaucoup de personnes ont du mal à comprendre que en donnant notre vie pour la nation, on leur offre entre guillemets peut-être à eux une seconde vie parce que dans une gare, on va avoir évité un attentat au couteau. Ouais. On en parlait juste avant, et ça, beaucoup de personnes ont du mal à le comprendre de donner sa vie pour la nation. Ouais, c'est Marc Bloch, il a un mot pour ça qui est très beau, je trouve. Il parle du sacrifice fécond. Et je pense que typiquement, la mort d'Alain Bertoncello et Cédric de Pierrepont, c'est un sacrifice fécond en fait. C'est un sacrifice qui est magnifique et hyper lumineux en fait. Et c'est même si parfois certaines personnes contestent typiquement cette situation précise, cette libération d'otages là, les conditions, machin, et je comprends, j'entends. Hein. Mais là pour le coup, alors je disais, je vais encore citer les auteurs, mais l'auteur d'Indochine sur le champ de braise, l'auteur c'est Élie de Saint-Marc, qui disait le jour où on n'arrivera plus à comprendre ce sacrifice gratuit, en fait ce sera la fin de notre civilisation. Je pense qu'il a raison.
On a évoqué tout à l'heure le stage des commandos marines et vous revenez notamment sur une épreuve, c'est une épreuve qu'on appelle le coxage. Alors, vous pourrez pas y revenir et vous l'expliquer justement dans votre livre. Vous ne pouvez pas revenir notamment sur... Enfin, vous allez expliquer en quoi ça consiste et il y a des points que forcément vous ne pouvez pas évoquer pour le bien des futures formations. J'ai retenu une phrase, je l'ai notée, c'est que vous expliquez que vous en avez quelques cicatrices encore à ce jour. Est-ce que du coup vous pouvez expliquer brièvement, même si avec des zones d'ombre, ce que c'est le coxage et qu'est-ce que aujourd'hui, enfin, quel a été l'impact marquant un petit peu de cette épreuve-là? Le coxage, c'est une mise à l'épreuve, une fois de plus. C'est une mise à l'épreuve, poussée un peu à l'extrême. On est vraiment dans des conditions très poussées de mise à l'épreuve. Et tout se joue autour de la simulation d'un enlèvement par une force adverse et d'un interrogatoire. Voilà. On est fait prisonnier et on est interrogé et avec tout ce qu'il y a autour. Euh, et ça nous fait mettre très rapidement le doigt sur nos vulnérabilités. Parce que vous savez pas quand est-ce que ça va vous arriver On ne sait dans le pas quand stage. est-ce que ça va nous arriver, on ne sait pas comment on va être traité, on ne sait pas ce qui va se passer. Déjà, je pense que ça a joué énormément sur le psychologique. Ça, c'est toujours beaucoup plus facile de rationaliser quand on sait ce à quoi on a affaire. Alors que quand c'est mystérieux, vous regardez la Mm. plupart des films d'horreur, de machin, ils retardent souvent la vision du monstre Mm. parce qu'ils savent très bien que euh, toute notre imagination fait très bien le boulot pour nous effrayer nous-mêmes avant même d'avoir vu le monstre. Ouais, une fois qu'on l'a vu, Une fois qu'on l'a on est vu, on plus est un peu plus surpris. rassuré parce Mm. que en fait, on peut en faire les contours. C'est ça. C'est Schwarzenegger, attention à la citation, c'est Schwarzenegger dans Predator qui dit quand il voit que le Predator saigne, il dit s'il saigne, on peut le tuer. Je trouve ça assez marrant. Oui, non, Parce non, qu'en fait, mais il rationalise bien ce sûr. monstre incroyable qu'est le Predator, qui est une espèce d'extraterrestre avec des capacités incroyables, et il dit, bah, en fait, il saigne. Donc en fait, finalement, il le ramène à un truc beaucoup plus rationnel, il débranche l'imaginaire, et finalement, on va pouvoir l'affronter. Mm, 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 mm. Donc là, c'est un peu pareil pour le coxage, euh, sauf que, voilà, c'est pas Predator, mais c'est des instructeurs en béret vert. Parfois, c'est un peu la même chose. Dans l'imaginaire, c'est pas la même chose. Bon, on va revenir peut-être sur quelque chose d'un petit peu plus joyeux. En fait, là, c'est complètement un petit peu en dehors de l'armée. Dans votre livre, vous parlez donc de vos OPEX, vos opérations extérieures, d'un point de vue très militaire, qui combattent, pourquoi, comment, les tactiques qui sont utilisées. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est que vous avez vu de nombreux pays et donc forcément de nombreuses cultures. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans les pays où vous êtes allé, et à dire lesquels, et d'avoir eu ce point de vue vraiment intérieur, très intérieur, où vous avez, je suppose, tout vu et tout entendu sur ces pays-là. Oula. Enfin, oui. Oui, t'as entendu. Oui, non, mais Mais non, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la notion d'ethnie qui est extrêmement forte. Nous, c'est quelque chose qui est assez effacé de nos civilisations. On a effacé la notion d'ethnie, tout comme on a effacé la notion de race d'ailleurs, hein, qui souvent sont un peu, euh, parfois on a du mal à distinguer les deux. Mais en tout cas, en Afrique, la notion d'ethnie, à proprement parler, est vraiment extrêmement présente et on travaille beaucoup avec. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que le militaire français travaille très bien avec. Tout dans le renseignement, on sait très bien définir l'intérêt de l'ethnie quand on fait une manœuvre de renseignement. Et c'est quelque chose voilà, qui est très fort et on le prend obligatoirement en compte dans nos opérations. Qu'est-ce que c'est qu'une On ne peut ethnie? pas faire le tour. Et ben c'est très difficile à définir. Il y a un mélange de groupes culturels, groupes familial, parce que du coup, bon, il y a le phénomène, on est tous cousins, ça c'est mon cousin, ça c'est mon oncle, machin. Bon, en fait, il n'y a pas forcément de lien direct, mais bon, il y a une arborescence qui nous amène à, quand on la remonte, on se rend compte qu'ils ont quand même tous des liens familiaux et des traditions communes et une spiritualité commune. Donc voilà, c'est un ensemble. Et l'Afrique est une myriade, et le Moyen-Orient, c'est pareil, c'est une myriade d'ethnies et qui parfois ont parmi ces caractères des caractères en commun. Donc, par exemple, deux ethnies qui ont la même spiritualité, la même religion, et pourtant elles ne peuvent pas se voir en peinture. Et c'est quelque chose qui ne s'explique pas.
C'est vraiment, c'est viscéral. C'est, voilà, quand, un Bambara voit, un, un Dogon, ils ne se supportent pas. Ils ne savent pas pourquoi. On peut pas rationaliser, on peut pas leur dire: «Non mais vous pouvez travailler ensemble les gars». Non, 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 c'est un Dogon, je parle pas au Dogon, moi les Dogons c'est on ne peut pas. Et donc, nous on joue avec ça. C'est-à-dire que, enfin, on travaille avec ça. C'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, on va pouvoir avoir comme allié telle ethnie, et que si on s'allie avec telle ethnie, ben, on va pas pouvoir travailler avec telle ethnie qui est une ethnie amie, et qui sait très bien qu'on va travailler avec eux. Donc voilà, ça crée des dissensions, mais ça crée aussi des jonctions, puisque voilà, si vous avez un adversaire djihadiste, mais qui est aussi l'ennemi de telle ethnie, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Exactement. Donc vous allez devenir l'ami de cette ethnie et vous allez pouvoir vous appuyer sur eux pour affronter ces djihadistes. C'est les renseignements qui vous apportent ces informations. Alors ça, c'est tout le travail du renseignement. Il faut savoir que le renseignement, c'est le nerf de la guerre, comme on dit, mais c'est une réalité sur le terrain. C'est qu'en fait, les unités de renseignement, c'est elles qui mènent la danse. D'ailleurs, ils appellent tous les forces spéciales, les militaires, etc., qui sont sur le terrain, ils appellent ça les effecteurs. Donc un terme un peu technique, et vraiment pour dire, bon voilà, moi je mène une opération renseignement, je veux savoir où loge tel chef djihadiste, donc j'ai tout un réseau de sources, de systèmes de techniques qui vont me permettre d'avoir plein de renseignements différents, que je vais recouper. Le, le, le principe du renseignement, c'est le recoupement de l'information. C'est ce qu'on fait tous les jours, sans le savoir, en fait. Dans notre environnement, on voit un tweet arriver, on voit que c'est une capture d'écran, on dit ok, bon, bah, c'est une capture d'écran, mais d'où vient la capture d'écran, en fait? Qu'est-ce qui crédibilise cette capture d'écran? Donc on va avoir un autre tweet, on va essayer de chercher le tweet originel. Et donc là, on aura la capture d'écran, on aura le tweet originel. C'est pas un croisement parce que c'est une photo. Par contre, on aura un autre tweet qui dira la même chose que le premier. Ah bah là, ok. Est-ce que les deux se connaissent? Non, ils se connaissent pas. Ça peut commencer à être crédible. S'ils se connaissent, par contre, ils se sont peut-être parlé pour diffuser la même information. C'est des principes aussi simples que ça dans l'enseignement. Bon, après, voilà, il y a énormément de nuances et une certaine complexité. Mais voilà, c'est beaucoup de recroisement d'informations. Et donc, dans ce cadre-là, il y a plein de curseurs qui marchent. Il y a la religion, il y a les ethnies, il y a le patriotisme, il y a plein de choses. On va jouer sur plein de curseurs dans ces pays-là. Et donc, voilà, l'ethnie en fait partie. Et pour moi, c'était quelque chose d'assez fascinant. Est-ce que vous accepteriez de nous plonger, entre guillemets, dans un récit d'une de vos missions, alors que ce soit une mission qui soit évoquée dans le livre ou qui ne le soit pas, en nous faisant, entre guillemets, partir de la base militaire jusqu'à votre retour? Ouais, il y a une mission qui était marrante. On devait partir de manière discrète, on va dire. Donc on était équipé de manière discrète dans des véhicules dans une ville africaine. Et donc on est parti de la base sans appui. Donc c'est-à-dire que c'était en plein jour, voilà, on s'est déguisé en quelque sorte et on est parti en véhicule. Et notre mission c'était de nous approcher le plus possible d'une maison pour prendre des renseignements sur la maison tout en restant dans le véhicule. Sachant qu'on avait un environnement qui était semi-neutre, voire hostile. Et, et donc, bon, on faisait du renseignement technique. Donc voilà, bon, je vais pas aller dans le détail, mais on n'avait pas besoin de sortir des véhicules pour prendre notre renseignement. Donc il fallait juste, j'avais un itinéraire, et en fait, je devais faire une boucle, une grande boucle. On était deux véhicules, on devait faire une grande boucle autour du bâtiment qui hébergeait notre cible. Et puis en discutant avec les techniciens, on s'est dit, bon, la grande boucle, c'est très sécurisé, mais en termes techniques, on n'aura pas beaucoup d'informations. Donc on a commencé à rouler dans les rues, on estimait le truc. Bon, moi, j'ai l'impression que ça se passait plutôt bien, les gens n'étaient pas trop hostiles. De loin, on voyait pas qu'on était des soldats français, de près, c'était évident. Euh, et du coup, on jouait un peu là-dessus. Et puis au dernier moment, bon, on a décidé de finalement faire une boucle très courte autour de la maison pour avoir le plus d'informations possible. Et je me souviens très bien être passé devant la maison et d'avoir vu ce qu'on appelle la sonnette, donc qui est le garde, qui était un jeune enfant. Et au moment de lui passer devant, on s'est regardé dans les yeux.
Et voilà, c'était un moment assez marrant. Je sais pas s'il a compris grand-chose. Bon, il était assez méfiant, hein, naturellement, Oui. parce que des blancs qui travaillaient dans cette zone-là, c'était voilà. Je me souviens qu'on s'est regardé dans les yeux et puis voilà, le truc a continué. Donc on avait pris un risque en allant vraiment très près, mais finalement le renseignement était très content parce que du coup on avait pu avoir un renseignement vraiment très proche. Et Ok. puis voilà, on était rentré de notre boucle tranquillement. Puis on avait rejoint les véhicules blindés qui nous attendaient en cas de coup dur, qui étaient garés, moteur tournant et qui nous attendaient. Et Voilà. vous évoquez là justement un enfant qui montait la garde. Est-ce que dans les endroits où vous avez combattu, parce qu'on voit souvent ça à la télé, on a tous vu parfois l'enfant qui ramassait l'arme et puis qui, Dans des films voilà, c'est ça, américains. dans des films. Ouais. Donc, est-ce que la réalité c'est ça? C'est-à-dire que vous devez parfois malheureusement combattre des combattants qui sont extrêmement jeunes, ou ça reste quand même quelque chose de très exceptionnel? Alors moi je vais extrapoler par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure parce que voilà, vous êtes des juristes, donc ça peut vous intéresser, mais il faut savoir que le droit international est censé être une espèce de barrière légale. Alors il faut savoir que dans les guerres asymétriques, c'est aussi une arme pour l'adversaire. L'adversaire va instrumentaliser la loi pour l'utiliser contre vous. Et donc quand vous avez des règles d'engagement qui disent pas d'enfants, en fait ils vont utiliser les enfants pour transporter les armes, par exemple. Hmm, je vois. Quand la loi va vous dire un combattant c'est un homme armé, dès qu'ils vous voient arriver, ils vont jeter leurs flingues. Et du coup, ils sont rangés là-bas, c'est des paysans. C'est que des hommes armés. Plus les Donc, hommes armés, c'est plus des combattants. Donc impossible à arrêter. J'avais au lycée où j'étais une militaire qui nous avait raconté une capitaine, une OPEX, et cette dame, elle était en convoi, ils se sont retrouvés arrêtés par un groupe armé, où les interlocuteurs ne se comprenaient pas, et du coup ils sortent du véhicule, et elle s'est retrouvée à mettre en joue. Donc mettre en joue, c'est fusil à fusil, droit dans les yeux, un enfant, donc de l'âge de son fils. Mais elle voyait dans ses yeux que l'enfant était totalement... Enfin, il était là sans être là, hein. C'est pas des enfants qui ont conscience de ce qu'ils bien font sûr. et qui sont forcément au courant de ce qu'ils font, parce qu'à 8 ans, on n'a pas nécessairement envie de, de faire du mal à quelqu'un. Et elle voyait dans ses yeux qu'il était sous influence de psychotropes, quoi. Donc c'est, je pense, très impressionnant de faire face à un enfant euh, en tant que militaire et surtout que enfin, c'est pas dans notre culture d'envoyer un enfant au front, On n'est quoi. jamais Ah non. préparé. La civilisation occidentale, c'est on protège la veuve et l'orphelin. Hmm. Alors quand vous vous retrouvez avec la veuve et l'orphelin qui vous tirent dessus, c'est quand même assez particulier, quoi. Non, parce que c'est la réalité Oui, c'est du ça. marché, hein. La veuve et l'orphelin que vous êtes censé secourir, en fait, c'est eux qui transportent des bombes et qui vous tirent dessus. Hmm. En fait, comment, en fait? Quand vous avez le Hamas qui transporte ses hommes, enfin qui transportait ses hommes, je suis pas au courant des dernières procédures, mais pendant le conflit israélo-palestinien, ils transportaient leurs hommes en ambulance. Ils stockaient leurs bombes sous les hôpitaux et sous les écoles. C'est pour ça que quand je vous disais que, enfin, je trouve que la citation de Napoléon était très adaptée pour toutes ces situations-là. En fait, il faut qu'on se débrouille, nous. On se débrouille à chaque fois sur le terrain. Et en fait, je vais vous dire la vérité, c'est que la relation feudale dont on parlait tout à l'heure, c'est ça qui nous tient sur le Mm. terrain. C'est pas la loi. La loi nous apporte peu. Ce qui nous tient, c'est la relation qu'on a les uns avec les autres, la parole donnée, l'engagement que l'on a de dire je serai là pour toi, je serai voilà. Et ça, c'est des trucs qui sont hyper importants parce que on compte les uns sur les autres à chaque instant et peu importe la loi en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental à comprendre parce que si on s'astreint à la loi, en fait, l'adversaire va vite le comprendre et donc va se mettre dans ces endroits justement où on est astreint ou restreint, pardon plutôt. Ouais, c'est très délicat. Une dernière Hmm. anecdote, un Oui, bien sûr. camarade qui était donc sur une mission de piraterie, des pirates arrivent et les règles d'engagement n'étaient pas claires. Comme d'habitude, quand les chefs veulent pas se mouiller, les règles d'engagement sont un peu floues. Mm. Comme ça, ils peuvent Ouais. se On dit sortir rien l'épingle quand du jeu. Ouais, on c'est dit ça. quelque chose sans rien Et dire. donc, il appelle à la radio, il voit les pirates arriver, il appelle à la radio ses chefs qui étaient à terre. Donc, étaient à peut-être 300 km à terre, quoi. Hmm. Et en fait, les chefs ont dit en fait, débrouille, c'est toi le chef là.
Ils étaient 3 commandos sur un bateau. Ils disaient, en fait, c'est toi le chef. Si tu fais ce que tu veux. Et la phrase qu'ils lui ont dit, c'est la phrase qu'on entend tout le temps partout. Enfin, je révèle pas de secret de polichinelle parce que voilà, hein, c'est ton histoire sera l'histoire qu'on retiendra. En fait, finalement, du coup, la loi, elle est là à titre très très subsidiaire et finalement, elle est surtout là quand il y a un problème. Moi, je l'ai vu toute ma C'est carrière, pas cette histoire, hein. Mm. Dans toute ma carrière, j'ai vu des opérations où voilà, il s'était passé telle chose sur le terrain et j'étais là, j'ai vu, je sais. Quand on débrief avec les grands chefs, certaines zones d'ombre sont installées volontairement et les grands chefs en sont bien conscients Mm. parce que eux-mêmes ils ont été à notre place il y a quelques années. Donc ils savent très bien que Oui, tout n'est pas blanc ils ont la et vision pratique que voilà et que on peut pas tout transmettre. c'est ça. Et je pense même, c'est pas là pour le coup c'est peut-être un scoop, hein, j'en sais rien, mais je pense même que à l'échelle au-dessus, c'est-à-dire que quand on remonte tous les échelons, je pense que le haut de l'échelon ne sait pas ce qui se passe sur le terrain. Bien sûr. Il Oui, pense que tout a été fait dans les règles, que voilà, il n'y a jamais de petits écarts commis Après, c'est sur le terrain. peut-être aussi pour le protéger lui, parce que ce qu'il ne sait pas ne peut pas, enfin, il peut pas être accusé Mais de absolument. Et mensonge. je pense que nos chefs nous protègent en nous mettant. Mais justement, en ayant l'intelligence de ne pas aller gratter, Mm. parce qu'ils savent très bien que s'ils grattent, il y a toujours des défauts de procédure, toujours des petites bévues, et que du coup, on pourrait toujours trouver à redire. Mais ils se contentent et ils font confiance, ils disent voilà, Le résultat est là. le résultat est là, la mission a été bien faite, on a ce qu'on voulait, ou pas. Voilà, on a eu un problème dans la mission, etc. Mais on va pas se mettre une balle dans le pied nous-mêmes, en fait. Mm. Pour terminer sur cette petite rubrique, vous expliquez que l'armée, elle a fait de moi ce que je suis et vous ne l'oubliez pas et vous ne l'oublierez jamais. Et pourtant, là aussi, c'est pas un scoop, vous avez pris la décision de quitter l'institution. A été le moment marquant où vous vous êtes dit, il faut que je parte? C'est compliqué, c'était pas net. Il y a eu plusieurs événements qui se sont cumulés et qui m'ont poussé à me dire je peux plus rester, quoi. Mm. Voilà. Vous évoquez notamment dans votre livre de vraiment vouloir aujourd'hui combattre sur le plan des idées, Ouais. notamment comme vous le faites à travers votre livre, où parfois vous avez vraiment une vraie philosophie sur vos ennemis. Est-ce que du coup c'est compliqué d'avoir cette philosophie-là tout en même temps en étant combattant? Ah ben, au contraire, non, Hmm, non. ok, En fait, cette philosophie est la conséquence du combat. d'accord, ok. En fait, le vrai combat, pour moi, entraîne inévitablement à accepter les réalités telles qu'elles sont et à ne pas faire de compromis, en fait. Ok. C'est ça qui me pousse à mes réflexions, en tout cas.